Dans cet exercice, nous allons travailler sur quelque chose qui est connu dans le monde des chimies, c'est-à-dire la pluie d'or. Et on va travailler ici avec les ions iodure et les ions plomb Pb2+. Si on analyse un petit peu la situation, si on les schématise avant de commencer à partir, donc on nous explique que dans un bécher, on va mettre une solution de 50 ml qui va contenir M1 égale 5 g d'iodure de potassium et M2 aussi égal à 5 g de nitrate de plomb. On me donne la réaction qui se forme ici entre les ions plomb et les ions iodure. Et nous allons déjà déterminer dans un premier temps s'il se forme des cristaux d'iodure de plomb. Alors comment répondre à cette question? La question en fait c'est est-ce que la réaction va en sens direct, c'est-à-dire formation des cristaux d'iodure de plomb, ou est-ce que la réaction va en sens inverse, au contraire, donc la dissolution de ces cristaux d'iodure de plomb. Donc il faut que nous calculions le quotient de réaction et qu'on le compare à la constante d'équilibre de cette réaction chimique, de façon à savoir dans quel sens va notre réaction. Donc pour commencer, on va établir l'expression du quotient de réaction. Alors c'est le quotient de réaction à l'état initial, vu qu'on met les réactifs en présence et puis on essaie de savoir s'il va se produire une réaction entre les deux. Alors PBI2 est solide, donc au numérateur je mets 1, divisé par donc, concentration en Pb2+, sur C0 puissance 1, que je multiplie par concentration en I- sur C0 au carré. Si je simplifie un petit peu, ça nous donne C0 au cube, divisé par concentration en Pb2+, multiplié par concentration en ion iodure au carré. Eh bien, il va donc falloir que l'on calcule les concentrations initiales en Pb2+, et en I-. Et donc ça, on va pouvoir le faire grâce à ce qu'on me dit ici, l'ajout ici des M1 5 g d'iodure de potassium et des M2 5 g de nitrate de plomb. Alors, on l'a déjà fait dans un exercice précédent. Il va falloir qu'on écrive les équilibres de dissociation. Ki solide donne dans l'eau K+, plus I-. Et je peux donc en déduire que NI-, vu que c'est la concentration en I- que je cherche, est égal à NKI, alors le tout sur leur coefficient stoichiométrique. Alors là, je peux aller un petit peu plus vite en écrivant que la concentration en ion iodure, c'est la quantité de matière d'ion iodure sur le volume. C'est égal à la masse de Ki qui a été versée M1 sur la masse molaire d'iodure de potassium divisé par le volume. Et si je fais l'application numérique, c'est 5 g divisé par la masse molaire d'iodure de potassium 166 divisé par la masse de la solution 50 ml, ce qui nous fait une concentration en ion iodure initiale de 0,60 mol par litre. Gardez bien ce résultat intermédiaire en mémoire dans votre calculatrice. Je fais la même chose pour le plomb et je vais dire que la dissociation du nitrate de plomb se déroule de la façon suivante. Ça va donner Pb2+ aqueux plus 2NO3- également aqueux. La quantité de matière d'ion plomb qui nous intéresse pour avoir la concentration sur le coefficient stoichiométrique 1 est égale à la quantité de matière de nitrate de plomb aussi sur leur coefficient stoichiométrique. Même chose, je vais calculer la concentration directement. La concentration en ion plomb Pb2+, c'est la quantité de matière d'ion Pb2+, divisée par le volume, soit la masse M2 de nitrate de plomb qui a été versée, divisée par la masse molaire du nitrate de plomb, divisé par le volume, soit 5 g divisé par 331, divisé par 50 ml, ce qui nous fait une concentration initiale en plomb de 0,30 mol par litre. Alors la même chose, n'hésitez pas à enregistrer ce résultat avec toutes les décimales. Je vais pouvoir me servir de ces valeurs numériques pour calculer mon quotient de réaction. Alors il s'agit du quotient de réaction à l'état initial, je l'appelle QRI, comme tout à l'heure. C'est C0 au cube, 1 au cube, divisé par concentration en ion plomb 0,30, que je multiplie par la concentration en ion iodure 0,60 au carré, ce qui nous fait un quotient de réaction de 9,1. Je compare maintenant avec les données. On nous informe que la constante d'équilibre est de 7,4 fois 10 puissance 7. Donc mon quotient de réaction est largement inférieur à cette constante d'équilibre.
ce qui signifie que la réaction évolue dans le sens direct. Il y a bien formation de cristaux d'iodure de plomb. Dans la question 2, donc on nous donne la concentration en ion plomb et en ion iodure lorsque le système n'évolue plus, de façon à ce qu'on puisse calculer le taux d'avancement final et le quotient de réaction à l'état final qui devrait a priori être égal à la constante d'équilibre si le système n'évolue plus. Alors, le taux d'avancement final, on rappelle que c'est égal à XF sur Xmax. Il faut donc que l'on trouve le réactif limitant de façon à trouver que vaut Xmax. Et une fois qu'on aura Xmax, on travaillera à trouver XF. Donc on va commencer ici, on va se faire un petit tableau d'avancement pour essayer d'y voir un peu plus clair. Alors j'ai choisi de faire juste 2 lignes, vu que seulement l'état initial et l'état final nous intéressent. Donc on va dire qu'initialement on va mélanger N0 Pb2+, avec N0I-, et que ça on aura 0 mol de PbI2. Et ensuite on aura ici N0 Pb2+, moins XF, et N0I-, moins 2XF. Et ici, on aura formé XF. Alors, pour trouver Xmax, finalement, on va faire comme si ici, on avait établi un avancement plutôt à l'état Xmax. Et je sais que une des 2 cases ici, finale pour les réactifs, est nulle, ce qui va me donner 2 valeurs de Xmax. Et je prendrai la plus faible des deux pour déterminer mon réactif limitant et Xmax. Donc, soit j'aurai N0 Pb2+, moins Xmax, qui est égal à 0, soit j'aurai N0I-, moins 2Xmax, qui est égal à 0. Ça, c'est mon système d'équations. Si j'isole Xmax dans les deux, ça nous fait soit Xmax égale N0 Pb2+, soit Xmax est égal à N0I- sur 2. Donc, soit j'aurai ici Xmax qui est égal à N0 Pb2+, est égal à finalement les 5 grammes, la masse divisée par la masse molaire de PbNO3. Là, je vais vite parce que finalement, on l'a déjà fait dans la première partie, soit 15 fois 10 puissance moins 3 mol, soit j'aurai Xmax qui est égal à la même chose mais pour l'ion iodure, donc 5 divisé par 166, que je n'oublie pas de diviser par 2, ce qui nous donne également 15 fois 10 puissance moins 3 mol. Alors je suis dans le cas de figure où les réactifs ont été rajoutés en proportion stoichiométrique, donc finalement j'ai un avancement directement qui est de Xmax égale à 15 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est pour Xmax. Maintenant, je vais m'intéresser à XF. Pour trouver XF, je vais m'intéresser à cette case-là, par exemple. Et cette information-là, on pourrait faire pareil avec I-, parce que finalement, vu que les deux sont réactifs limitants, j'arriverai au même résultat. Je sais que N0 Pb2+, moins XF est égal, ça c'est la quantité de matière finale, donc restante, d'ion Pb2+. J'en déduis donc que XF est égal à N0 Pb2+, moins NF Pb2+. N0 Pb2+, on l'a calculé, finalement c'est le Xmax, donc ça j'ai pas besoin de changer grand chose. Par contre, la quantité de matière finale en ion Pb2+, c'est la concentration finale en ion Pb2+, multipliée par le volume. C'est-à-dire que notre XF, il est égal donc. Alors je l'ai calculé, donc le N0 Pb2+, c'est ça. C'est le 15 fois 10 puissance moins 3 mol. 15 fois 10 puissance moins 3, moins. Alors concentration finale en ion Pb2+, c'est la question 2 qui me le donne, c'est 1,5 fois 10 puissance moins 3, que je multiplie par le volume de la solution, c'est-à-dire 50 ml. Et j'obtiens un XF qui vaut 1,5 fois 10 puissance moins 2. Je peux donc calculer mon taux d'avancement final, qui est égal à XF sur Xmax. Si je fais l'application numérique, je trouve que taux est égal. Donc 1,5 fois 10 puissance moins 2 divisé par 15 fois 10 puissance moins 3, en réalité c'est le même chiffre. Et donc j'ai un taux d'avancement de 1, je peux en conclure que la réaction est totale. Je vérifie en calculant le quotient de réaction dans cet état final A. Donc on a dit que c'était C0 au cube sur concentration en Pb2+, dans l'état final A, fois concentration en ion iodure I- au carré dans cet état final A, c'est-à-dire 1 au cube, divisé par les valeurs qui me sont données, 1,5 fois 10 puissance moins 3, multiplié par 3 fois 10 puissance moins 3 au carré, et j'obtiens, sans surprise, 74 fois 10 puissance 6. Sans surprise, parce que 74 fois 10 puissance 6, c'est 7,4 fois 10 puissance 7,
c'est bien la constante d'équilibre, ça confirme que le système a atteint son équilibre. Alors le mélange réactionnel qui a été décrit dans la question 2 est ensuite plongé dans un bain-marie à 70 degrés, ça c'est l'état B, et on veut indiquer la valeur du quotient de réaction QRB à 70 degrés avant toute nouvelle transformation, c'est-à-dire qu'on suppose que le système se met à température avant que une réaction commence à se faire. Donc si on se met dans cet état hypothétique, eh bien ça veut dire que quand on arrive à l'état B, on est au même endroit que quand on a quitté l'état A. Donc le quotient de réaction en B est égal au quotient de réaction en A. Dans la question B, on nous dit que la solution devient limpide, c'est-à-dire que le précipité se dissout. Cela signifie que la réaction se produit en sens inverse. Et quand la réaction se produit en sens inverse, je sais que ça signifie que mon quotient de réaction est plus grand que ma constante, alors d'équilibre ici à 70 degrés. Je le précise parce que je vous rappelle qu'une constante d'équilibre dépend de la température. Je vais tenter d'en déduire l'influence de la température sur la constante d'équilibre K. Alors par ailleurs, dans la question 3A, je peux établir que mon quotient de réaction dans l'état B est égal à la constante d'équilibre à 25 degrés Celsius. Ça signifie donc maintenant, si je mets en lien ces deux expressions mathématiques, ça veut dire que la constante à 25 degrés Celsius est plus grande que la constante à 70 degrés Celsius. Donc si on augmente la température, K diminue. Dans la question 4, on nous dit que la solution limpide est refroidie dans un bain de glace, ce qui fait apparaître après agitation, lorsqu'on appelait une pluie d'or, mais qui n'est pas du tout de l'or en fait, c'est juste dû à la coloration des cristaux d'iodure de plomb. Alors pour expliquer, quand je diminue la température, j'ai bien vu que la constante d'équilibre K évolue avec la température. Et si je diminue la température, K augmente. Et à un moment donné, K va tellement augmenter qu'elle sera supérieure au quotient de réaction. Et si K est supérieur au quotient de réaction, je sais que ça signifie que la réaction va en sens direct. Elle va donc dans le sens de la fabrication de ces cristaux d'iodure de plomb. Et ensuite, on filtre l'ensemble, une fois que les cristaux d'iodure de plomb sont filtrés, et on rajoute un petit peu de nitrate de plomb au filtrat. On nous demande d'utiliser le quotient de réaction pour discuter du sens d'évolution du système. Alors, ce que je sais, c'est que dans mon filtrat, ma concentration en ion Pb2+, c'est la concentration en ion Pb2+, une fois que l'équilibre a été atteint. Et que, même chose pour les ions iodures, leur concentration est égale à la concentration d'équilibre. Donc finalement, mon quotient de réaction QR, il est égal à la constante d'équilibre K, vu que je suis à l'équilibre, c'est-à-dire C0 au cube, divisé par la concentration en Pb2+, à l'équilibre, multiplié par la concentration en I- à l'équilibre, au carré. Je vais perturber cet équilibre en rajoutant du nitrate de plomb. Donc qu'est-ce que ça fait de rajouter du nitrate de plomb? Ça fait que la concentration en Pb2+, elle augmente. Et si une valeur qui est au dénominateur augmente, ça signifie que le quotient en entier diminue. Et à ce moment-là, si mon quotient de réaction diminue, ça veut dire qu'il devient plus petit que la constante d'équilibre. Donc à nouveau, le système va évoluer en sens direct et va former des cristaux d'iodure de plomb.